soir, notre invitée est Madame Émilie Nicolas, cofondatrice de l'organisme Québec Inclusif. Nous continuons donc notre série d'entretiens avec les personnalités qui s'activent un peu ici dans la société québécoise et qui essayent, bien évidemment, de faire un peu la part des choses, parce qu'il y a un débat droite-gauche, des gens qui y a avec le repli identitaire, d'autres qui veulent s'ouvrir, diversité, unicité, socle francophone et français du Québec, ou bien est-ce qu'on s'ouvre sur cette diversité culturelle. Un débat qui n'a pas cessé enfin de faire rage de part et d'autre, surtout que ici au Québec on commence à avoir quand même une droite complètement décomplexée qui s'affiche clairement et qui n'a pas peur ni honte des fois de s'affirmer même raciste à certains moments. Donc sans tarder ce soir, je vais tout de suite souhaiter la bienvenue à Madame Nicolas. Bonsoir Madame Nicolas. Bonsoir. Bienvenue donc ici à Radio-Québec Plus. On va d'abord commencer par parler de votre organisme. C'est un organisme qui est né dans ce magma qui a été suscité par le débat sur la charte des valeurs. Quel est l'objectif de naissance, justement, d'abord? C'était quoi l'objectif de créer cet organisme-là? L'objectif ou la mission est toute simple. C'est vraiment de bâtir une société plus inclusive au Québec, tout simplement. Donc, dans le contexte dans lequel c'était né, on remonte donc à août, septembre, octobre 2013, où il y avait plusieurs groupements de citoyens qui se créaient, qui se mobilisaient pour lutter contre la charte, qui participaient au débat par les journaux, en organisant des manifestations. Puis il y avait eu la publication de ce qu'on appelle le Manifeste pour un Québec inclusif, qui avait été co-signé par 5 personnes de différentes allégeances politiques, des journalistes, des intellectuels. Puis suite à la publication de ce manifeste-là, il y a des dizaines de milliers de Québécois qui se sont joints au manifeste, puis qui ont signé. Donc, on parle d'environ 30 000 signatures. Donc, suite à l'engouement qui a été créé par le manifeste, on a décidé de constituer un conseil d'administration, donc, et de s'intégrer comme organisme pour mieux lutter contre ce projet de loi-là. Bien sûr, maintenant que le projet de loi est plus en place, la mission de bâtir un Québec inclusif continue à être très pertinente, très d'actualité. C'est juste que ça prend pas la forme d'un combat contre un projet législatif en particulier, comme ça le prenait la forme donc à l'origine à l'automne 2013 au printemps 2014. Très bien. Et on disait tout à l'heure que l'organisme, bien évidemment, parce que le débat n'est plus le même, ça a un peu changé, ça a un peu même bougé un peu vers le centre. Mais le débat lui-même sur l'inclusion, il ne s'arrête pratiquement jamais, puisque l'exclusion, elle continue sous plusieurs formes, et donc il faut jamais baisser la garde. C'est ça. Puis, faut dire que ça continue maintenant, mais ça a toujours été présent même avant ce débat-là. Souvent, quand on centre le débat sur l'exclusion en parlant de la communauté musulmane en particulier, des fois on donne une narration du racisme au Québec comme si tout avait commencé avec le 11 septembre puis la crise du gouvernement raisonnable, alors qu'on sait bien avec les autochtones, les communautés noires qui sont ici depuis la Nouvelle-France aussi, les communautés juives qui sont là depuis le 19e siècle, il y a toute une histoire au Québec d'exclusion, mais une histoire aussi de lutte contre l'exclusion. Puis on essaie de s'inscrire là-dedans, puis donc de continuer la lutte aussi pour les décennies à venir. Et là, justement, vous avez parlé de ce qui touche à la communauté musulmane depuis le 11 septembre jusqu'à nos jours. Et on a assisté également à des dérives, c'est-à-dire on porte des accusations parfois graves contre des personnes musulmanes, juste pour, parfois à tort, juste un peu pour les noyer, comme on l'a vu dans l'épisode de Aoueda, où justement par la suite, il y a un de votre organisme qui est dans une communication téléphonique avec l'administrateur donc de Point Bascule, le vigile, donc on a compris qu'il savait pertinemment bien que cette personne-là n'avait aucun lien avec les radicaux, musulmans, les intégristes, etc., mais il a continué quand même à la présenter comme ça. Et ça aussi, c'est une forme d'exclusion, parce que
c'est en stigmatisant ces gens-là, c'est en les présentant comme une menace, comme un danger pour la société qu'on arrive un peu à les marginaliser, à les isoler. Mm-hmm. Oui, d'une part, c'est très difficile pour on parle de Dalila Ouattara en particulier, mais aussi plusieurs autres personnes qui ont été actives dans ce débat-là, puis sans nécessairement que ça se rende jusqu'à une poursuite judiciaire. C'est très difficile du moment qu'on prend la parole sur des débats publics, les gens vont essayer de scruter tout ce qui pourrait avoir un lien plus ou moins, faire des espèces de théories du complot à trogatabrande sur ces personnes-là. Puis ça détruit vraiment des réputations, ça détruit des vies, ça devient beaucoup plus difficile après ça de se trouver un emploi. Si dès qu'on Google, qu'on fait une recherche Google sur un nom d'une personne, on voit toutes ces théories abracadabrantes-là qui sortent sur Internet. Ce débat-là a eu des impacts réels sur les personnes, tant au niveau de la réputation que dans la rue. Ça a dédouané aussi une partie de la haine, au sens où maintenant il y a des citoyens qui ont toujours été racistes, mais qui avant se sentaient peut-être pas aussi légitimes de l'être aussi ouvertement. Puis ça crée beaucoup d'insécurité dans les communautés musulmanes, ne serait-ce que sur les campus universitaires, dans la rue, dans le transport en commun. C'est des incidents qui arrivent, dont on entend parler. Donc c'est l'un des problèmes qu'on a souvent dans les gens qui sont pas concernés dans ce genre de débat-là, c'est que au point de vue des alliés ou des gens de la majorité qui sont horrifiés du racisme, et parfois, du moment que c'est plus dans les journaux, c'est comme si le problème avait été réglé. Or, c'est pas comme ça du tout. Puis ça continue à avoir un impact sur la vie des gens dans le quotidien, dans les gens qui ont été concernés. Puis c'est important de continuer la lutte comme ça, même s'il n'y a pas l'adrénaline ou le sentiment dans l'action de l'actualité politique. Très bien. Il fut un temps où, quand on parlait de l'intégration des immigrants ou des nouveaux arrivants, l'élément essentiel était la maîtrise de la langue française. Ouais. Quelque chose qu'on peut comprendre facilement ici. Le Québec, c'est quand même une société qui est entourée par un océan de cultures anglophones et anglo-saxonnes. Donc ici, oui, il faut défendre le fait français. Mm-hmm. Mais par la suite, on a assisté un peu à une glissade. Ce n'est plus uniquement la maîtrise de la langue française. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. On parle même d'assimilation. C'est-à-dire, il faudrait adopter les valeurs des gens d'ici, un peu comme laisser notre bagage culturel le déposer avec nos valises quand on arrive ici. Est-ce que vous avez vous aussi remarqué cette glissade ou Mais en fait, l'histoire des politiques d'immigration au Québec, au Canada, d'abord, jusque dans les années 60, il y a la question de la langue, mais c'était surtout les populations d'origine européenne seulement qui étaient bienvenues. C'est seulement dans les années 60 qu'on a commencé à avoir une politique d'immigration qui permettait aux gens, peu importe leur origine latine, d'être présents. Puis le Québec a progressivement récupéré cette forme d'immigration qui a fait que oui, la langue française est devenue importante. Mais est-ce que c'est un glissement qui est nouveau? Ça a toujours été des tensions. Par exemple, moi, je suis d'origine haïtienne. C'est beaucoup d'Haïtiens, bien sûr, qui parlent le français. C'est pas parce que les Haïtiens parlent français dans les années 70, 60, 80 qu'il n'y a pas nécessairement eu aussi des frictions où on s'est réalisé que pour être francophone, puis être noir en même temps, mais là, peut-être, pour certains Québécois aussi, ça crée aussi un problème. Là, maintenant, avec l'immigration francophone, qui vient du Liban, du Maghreb, il y a aussi cette question-là, mais c'est la question religieuse qui sort aussi beaucoup. Oui, est-ce que il y a un glissement à ce niveau-là au niveau des communautés maghrébines, des communautés libanaises? Oui. Est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est une première dans l'histoire du Québec? Non. Je pense que c'est important pour trouver des solutions de justement regarder à travers toute l'histoire de la province, mais aussi du pays, les patterns qui se répètent. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée justement de l'assimilation, de dire le problème qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui arrivent avec un bagage culturel et religieux, et ils viennent un peu des quatre coins du monde, et c'est normal qu'il y ait ces frictions-là. Pour enlever toutes ces frictions, pour enlever toutes ces conflits, il faudrait mettre tout ça de côté et arriver uniquement avec les valeurs qui sont en partage ici pour tout le monde. Oui, mais je pense que ça part d'une très mauvaise compréhension de ce qu'est les politiques. Officiellement au Québec, on parle d'interculturalisme.
Puis la façon dont on tente plus ou moins de le définir de façon officielle parle même justement au niveau du gouvernement, c'est que oui, il y a des valeurs communes, mais que quand même les populations immigrantes ou les communautés culturelles, comme on dit en guillemets, participent à la création de ces valeurs communes-là. Quand c'est mal compris, ça donne lieu à énormément de préjugés. Si je donne un exemple, la question de l'égalité homme-femme qui a été au cœur des débats des dernières années, quand on présente l'égalité homme-femme comme étant une valeur commune propre au Québec, face à des communautés immigrantes de certaines communautés, c'est qu'on implique que l'égalité homme-femme n'existe pas dans ces cultures-là, n'existe pas dans ces pays-là. C'est une façon de dire aux gens, vous êtes des barbares, puis en amassant nos valeurs, vous allez vous civiliser. Il y a quelque chose de profondément inégal dans ce genre de discours-là. Est-ce que c'est de rejeter complètement la notion de valeur commune dans une société? Non, absolument pas, mais c'est la façon dont ça a été instrumentalisé ou articulé dans les dernières années. Ça peut être dangereux dans la mesure où justement on dit de certaines communautés qu'elles n'avaient pas des valeurs fondamentales comme la démocratie, comme l'amour des libertés, alors qu'il y a tellement de gens qui justement fuient des régimes dans lesquels les libertés ne sont pas présentes, et c'est principalement pour ces raisons-là qu'ils viennent au Canada. Sont peut-être même plus attachés à la démocratie parce qu'on sait jamais la valeur de quelque chose que lorsqu'on a pu la perdre ou qu'on la prend pas pour acquis. Donc c'est souvent c'est très paradoxal comme la façon dont le débat s'articule, même si je suis pas en train de dire non plus qu'il faut rejeter la notion de valeur commune dans une société. Bien au contraire, c'est la Charte des droits et des libertés tant du Québec que du Canada, c'est pas que ça, c'est aussi une valeur commune fondamentale auquel toutes nos lois doivent répondre.